Bienvenue sur Gabon 24. Le rendez-vous de l'actualité africaine de la semaine commence pas plus tard que maintenant. Le temps de vous installer. Nos invités sont au téléphone et ici sur le plateau. Il s'agit de Michel Ndunguesso et parfois Edzo Ezina. Merci de nous rejoindre encore cette semaine. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant pour rattraper ce que vous avez peut-être raté tout au long de cette semaine. On commence tout de suite par la République démocratique du Congo. L'opposant Jean-Pierre Bemba, de retour au pays après son acquittement par la CPI, vous souvenez-vous, le 8 juin dernier, a fait donc un tour dans son fief de Yémena, son fief pour se recueillir sur la tombe de son père. Là, des milliers de personnes l'attendaient. C'est ici qu'il a fait de fortes déclarations. Suivez ce reportage. Après le dépôt de sa candidature à la présidentielle, au lendemain de son retour triomphal à Kinshasa jeudi, Jean-Pierre Bemba a tenu une conférence de presse. Objectif, interpeller les autorités congolaises sur plusieurs points, notamment le retour de Moïse Katumbi. Je veux dire aux autorités du pays, pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays. Autre question à l'ordre du jour, l'unification de l'opposition et la situation sanitaire des habitants de Béni, une ville du nord-est de la République démocratique du Congo. Oui, je réclame, et pas d'aujourd'hui, c'est depuis même de La Haye, j'avais écrit à l'intention, je veux dire, de l'opposition, une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir, qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti. Puis j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Béni. Je voudrais être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'ils ont et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème. Jean-Pierre Bemba a donc fait le point de l'actualité sociopolitique de la RDC et reste ouvert à toute négociation qui pourrait unifier l'opposition. D'après le calendrier électoral, la CENI doit publier la liste définitive des candidats le 19 septembre, le temps de faire face à d'éventuels recours en justice. Avant de revenir sur les premières déclarations de Chairman, notamment sur sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain en RDC, de ce qu'il pense de la situation actuelle de Moïse Katumbi, autre candidat déclaré à cette élection présidentielle, même s'il n'a pas encore fait le dépôt de sa candidature. Notons qu'à peine de retour au pays, il programme déjà un voyage en Europe, sauf qu'on sait bien qu'il est un homme libre et qu'il peut parcourir la planète, sauf que son programme de voyage à l'extérieur intervient dans un contexte où, aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa pense qu'il y a dans le jeu électoral, le processus électoral actuel en cours au Congo-Kinshasa, qu'il y a des ingérences étrangères. Est-ce que pour vous, le déplacement de Bemba annoncé donc pour l'Europe est un voyage ordinaire ou il cache quelque chose, un agenda? On commence avec vous. Oui, disons que ce soupçon peut être plus ou moins justifié. Il est à rappeler déjà que la décision de la communauté internationale de subitement renoncer aux poursuites judiciaires ou de maintenir ces poursuites judiciaires à l'encontre de Jean-Pierre Bemba avait déjà fait débat, avait déjà éveillé la curiosité des observateurs que nous sommes, et certains, n'est-ce pas, supputent que Jean-Pierre Bemba ne serait, n'est-ce pas, rien d'autre qu'un pion poussé par la communauté internationale. Et cet agenda curieux ne fait que renforcer ces doutes, c'est-à-dire on s'attendait effectivement à ce que ce leader politique investi d'une mission présidentielle fasse le tour de la République, d'une République déchirée par un conflit plus que décennal. Curieusement, il repart en Europe. Ça donne les impressions d'un compte à les rendre, d'un compte rendu à les rendre à ces maîtres qui certainement sont tapis dans l'ombre. C'est une impression. Oui, parfait, Edzo, c'est une impression qui reste très discutable. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent qu'il va là parachever un deal certainement entamé avec la communauté internationale avant la présidentielle de la RDC, ou alors il s'agit simplement d'un voyage d'affaires? Tout voyage a une finalité. La question est donc de savoir quelle est la finalité de ce voyage, parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement, dans ce cas précis, une forme de coïncidence heureuse. D'abord, l'objectif
électorale, parce que c'est un homme qui ambitionne se positionner. À ce titre, la question implicite est donc de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation venant de l'extérieur, sinon des Occidentaux? On parle souvent dans cette région de Grand Lac et partout ailleurs en Afrique, de ce que l'on appelle la balance géopolitique. Lorsqu'il y a un pouvoir assez fort, qu'est-ce que les Occidentaux font? Ils fabriquent à côté un pouvoir pour jouer cette forme d'équilibre. Ça veut dire que s'il y a un enracinement du pouvoir, eh bien, les Occidentaux créent à l'opposé un homme qui viendrait renverser le pouvoir ou bien prendre le pouvoir. La question est aussi de savoir, mais pour quelle finalité? Est-ce pour se mettre toujours au service de ceux qui contrôlent invisiblement cette carte africaine, ou alors il y a aussi des personnes, des Congolais là-bas à qui ils voudraient bien rendre visite? Moi, je pense que soit dans un réalisme, c'est quelqu'un qui ambitionne, c'est quelqu'un qui a aussi des réseaux. La guerre ici, c'est une guerre de réseau. Est-ce que son réseau en Europe pourra faire tomber le président actuel? Je ne sais pas si Louis Kemayo est déjà en ligne depuis Paris, puisque nous parlons d'Europe. Nous allons le vérifier dans quelques instants seulement. On n'a pas beaucoup parlé de Moïse Katumbi qui est bloqué à la frontière zambienne. Est-ce que ce sont des réseaux aussi qui jouent contre Moïse Katumbi, autre prétendant à la magistrature suprême du Congo-Kinshasa? Oui, certainement, mais le principal réseau qui joue contre Moïse Katumbi, c'est le pouvoir encore établi à Kinshasa. Rappelez aussi un fait, c'est que pendant que Bemba envisage de rallier l'Europe, vous avez, n'est-ce pas, le président sortant qui a fait un voyage en Angola. Donc nous sommes effectivement dans un rapprochement de réseau. Et dans la configuration actuelle, puisque Kabila est encore au pouvoir, le perdant, c'est Moïse Katumbi. Je crois que nous avons désormais Louis Kemayo qui est avec nous. Il est le président du Club de l'information africaine. Il réagit depuis Paris. Lui, bonjour. Bonjour. Alors, le déplacement annoncé de Jean-Pierre Bemba, vous l'avez entendu pour l'Europe, n'offre-t-il pas de prétexte à Kinshasa, qui soupçonne déjà le processus électoral du pays d'être menacé par des ingérences étrangères? Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui partagent cette grille de lecture? Je ne sais pas qui est considéré comme un étranger qui influence l'élection, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le destin de la RDC, plus que par le passé, est entre les mains des Congolais, et c'est aux Congolais de décider. Malheureusement, depuis l'assassinat du père de Joseph Kabila, qui avait été porté au pouvoir par les Rwandais, l'emprise des puissances étrangères sur la RDC ne s'est pas arrêtée. Il y a eu le Rwanda, il y a eu l'Ouganda, il y a eu le Zimbabwe, il y a aujourd'hui l'Angola. Ce sont autant de puissances étrangères qui ont leur mot à dire dans la politique intérieure de la RDC, avant même d'avoir la position des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine, d'Israël et d'autres pays. Donc c'est aujourd'hui aux Congolais, plus que jamais, d'arriver à reprendre le jeu à leur compte. Oui, il y a un débat qui reste très entier, les conditions de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Alors, son retour dans le pays natal est-il une chance pour la réconciliation des Congolais ou alors une menace pour la paix et la sécurité de ce pays? La considération politique actuelle fait que Jean-Pierre Bemba est l'un des prétendants les plus sérieux à l'élection présidentielle congolaise qui se tiendra peut-être en décembre 2018 ou plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'il est l'un des candidats aujourd'hui qui a de fortes chances de se retrouver à minima au second tour. Est-ce que cela représente une menace pour les autres? C'est à eux de savoir comment ils ont mené leur campagne et de savoir s'ils sont suffisamment solides sur leur base pour résister à l'ouragan Bemba qui arrive. Quant au président Kabila, il y a des RDC qui voudraient faire en sorte de pouvoir le présenter comme un candidat potentiel à l'élection. Rien ne le permet, absolument rien. Moïse Katumbi pourrait, mais c'est un enfant du système Kabila actuel, qui s'est révolté sur la fin parce qu'il avait des appétits de présidence, mais qui n'a pas les moyens de sa politique et qui surtout n'a pas la stratégie pour y arriver. Parce que souvenons-nous quand même dans quelles conditions il est parti de la RDC. Il était en prison, on l'a libéré pour des raisons de santé, il s'est enfui en Afrique du Sud, puis il a déclaré sa candidature, il a déclaré qu'il reviendrait pour se présenter. Aujourd'hui, il n'a plus de passeport congolais, on l'accuse d'avoir le passeport d'un autre pays.
Je ne sais pas comment il s'y prendra pour revenir dans le jeu politique, mais il a plus de chances aujourd'hui de se retrouver à l'étranger et en position de ne pas se présenter que de faire peur à qui que ce soit en RDC. Merci pour ce premier niveau d'intervention. Luc Emayo, vous restez avec nous tout au long de cette émission pour d'autres sujets dans quelques instants. Alors, je le disais, le retour de Jean-Pierre Bemba est perçu pour certains comme une chance pour la réconciliation des Congolais et pour d'autres comme une menace pour la stabilité et la sécurité déjà si fragile de ce pays. Qu'en pensez-vous ? Oui, et là, vous parlez d'une notion fondamentale, c'est d'abord la notion de facture, puisqu'il faudrait quand même, avant de parler du futur, interpréter, si vous voulez, la carte de la RDC en montrant les factures possibles géographiques, et bien parce qu'il y a des espaces dans des espaces où effectivement les populations ne se voient plus parce qu'il y a une insécurité, il y a la montée en puissance de ce que l'on va appeler les seigneurs de la guerre et les factures aussi mentales puisqu'il y a une notion de représentation. Est-ce que le pouvoir est là pour asseoir cette force centrifugeuse ou alors Jean-Pierre Bemba pourrait être perçu celui qui peut être aussi l'homme de la réconciliation. Mais le grand problème, c'est qu'en Afrique, on voit toujours l'arrivée d'un opposant comme si c'était un instrument qui venait diviser. Est-ce que l'on ne peut pas aussi voir l'arrivée de Jean-Pierre Bemba comme une approche pacifique? Moi, je pense que dans notre approche africaniste, nous voulons qu'il y ait une réconciliation. Et cela passe par l'arrivée de tous les enfants possibles. Oui, la réconciliation passe aussi par le changement de mentalité. Michel Ndonguesso, l'ex-seigneur de guerre, pourra-t-il aussi facilement se muer du jour au lendemain un acteur politique accompli parce qu'il sort d'une longue expérience carcérale, vous le pensez? C'est là toute la question que je me pose et que je voudrais poser au peuple congolais. L'après-Kabila nécessairement marquera un cap nouveau dans l'histoire politique de ce pays. Le futur chef d'État, celui qui va succéder à Kabila, que ce soit Kabila lui-même, que ce soit Bemba ou quelqu'un d'autre, devra se muer. Le Congo n'a plus besoin d'un chef de guerre, le Congo a besoin d'un chef d'État qui a la posture du compromis. Et c'est là où effectivement tout le doute se pose sur la personnalité de Jean-Pierre Bemba. Saura-t-il convertir, n'est-ce pas, son acquis, son expérience politique vers une possible réconciliation entre Congolais? Parce qu'effectivement, une autre question se pose. Vous savez, je ne suis pas sûr que Kabila, dans la posture actuelle, est prête à céder du champ libre à Bemba. Kabila reste et restera un acteur politique incontournable. Tout dépendra peut-être de la capacité de persuasion de la communauté internationale à ramener ces deux leaders politiques à s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la préservation de la paix au sortir de ce scrutin qui s'annonce très chaud, le scrutin du 23 décembre prochain, si et seulement s'il aura lieu en cette date. Voilà, justement, nous ne nous enfermons pas dans le fétichisme des dates. On va avancer dans le débat et vous en convenez avec moi, sur la route de la présidentielle, il y a les fantômes de la guerre civile en RCA à laquelle avait participé la milice de Bemba en 2002 qui surveille pour réclamer justice. Selon vous, qui doit payer la facture des agressions entre Bemba et la CPI? Je ne sais pas, je ne voudrais pas ici avoir intenté de faire ce procès accusatoire. Je pense que nous sommes à l'heure de la réconciliation. Il y a eu des événements, comme je le disais, parce qu'il y avait une carte qui montrait des fractures possibles. Et dans ces fractures, les réseaux ont fait en sorte que tous ces éléments puissent exister. Donc, la question centrale, c'est de savoir comment reconstituer le puzzle. Donc, la question est basée sur ce scénario d'avenir, de façon à ce que les Congolais, dès maintenant, se mettent ensemble. Oui, la milice de Jean-Pierre Bemba a rendu responsable des exactions commises en 2002 en RCI avant de prendre Aliou Tine au téléphone. Alors, qui doit payer la facture de ces exactions entre Bemba et la CPI? Mais il faut d'abord rappeler que Bemba n'a pas été blanchi. Moi, j'aime bien rappeler cet état d'esprit du procureur de la CPI qui disait que c'est simplement un vice de procédure. Mais s'il y a effectivement des charges à régler, je pense que Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il sera certainement chef d'État, ne devra pas se sentir déconcerné par cette question. Très rapidement, nous allons cette fois à Dakar, au Sénégal, où nous avons l'immense honneur d'avoir Aliou Tine dans ce débat. Il est le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonjour, monsieur Aliou Tine.
apparemment, Alioune Tine n'est pas en ligne. Donc, on parlait donc de cette solution qu'il va falloir trouver pour les victimes des exactions en RCA. Vous aviez la parole là, en attendant. Et j'étais disant que Jean-Pierre Bemba, président, n'est-ce pas, s'il l'est un jour, devra toujours avoir une pensée pour ces nombreuses victimes survenues en RCA. Parce qu'effectivement, il n'a pas été blanchi, il a été acquitté. Le débat a simplement porté sur la procédure. Mais il y a que en RCA, il y a eu des actions, des exactions, il y a eu des crimes contre l'humanité et je ne pense pas que c'est une question pour le respect des vies humaines qu'on devra aujourd'hui reléguer dans un tiroir. La question se pose, elle est réelle. Oui, la libération de Jean-Pierre Bemba fait naître aussi des espoirs sur les cas d'autres détenus africains de la CPI. Ce sont des espoirs permis ou perdus d'avance? Je ne sais pas perdu tant qu'il y a de l'espoir, mais la question centrale est de savoir, c'est la question si la CPI pourra mener des enquêtes justes, objectives, impartiales, oui, effectivement, parce que dans cette question implicite, on peut voir les soupçons d'une main invisible qui voudrait que certains ne soient pas jugés, mais la finalité, moi je pense aujourd'hui, c'est qu'il y ait quand même une enquête qui puisse avoir jour pour qu'il y ait une forme de réconciliation. Parce que dans cette logique, il faut penser les plaies. Quelles sont les personnes qui sont mortes, pourquoi et comment faire en sorte qu'après cette guerre ou ces conflits de traîne, on puisse asseoir une forme de stabilité. Donc, je pense qu'aller dans ce cercle-là, ce serait une bonne chose parce que si on a toute cette conception passéiste et toutes les choses, on ne peut pas avancer. Mais avancer ne veut pas dire que l'on a oublié les morts. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre du reste des détenus africains qui sont peut-être dans la même situation ou qui étaient dans la même situation que Jean-Pierre Bemba? Bon, mais écoutez, M. Ismaël, sachant que les charges ne sont peut-être pas aussi les mêmes. Tout dépend des intérêts de cette communauté internationale qui poursuit au gré, qui libère au gré. Tout dépend effectivement des rapports que cette communauté internationale entretient avec les prétendus détenus. Dans le cas de Jean-Pierre Bemba, il est clair, on l'a dit sur ce plateau, il est clair qu'il s'agissait de négocier l'après-Kabila. Je ne suis pas sûr que les mêmes ou que les autres détenus bénéficieront, n'est-ce pas, de la même largesse d'esprit. On attend toujours la réaction d'Alioune Tine en direct de Dakar, me semble-t-il, quelques soucis techniques avec le Sénégal. Alors on parlait tout à l'heure de l'avenir politique de Joseph Kabila. Pour vous, comment le voyez-vous, cet avenir du président sortant, si jamais il ne se représente plus? Il va forcément se représenter parce que... Mais je vous annonce qu'il est dans des tractations effectivement, visant à se trouver un poulain pour cette présidentielle. Effectivement, c'est un peu le cas de la Russie, c'est partir tout en étant au pouvoir par une forme de représentation. Mais la question est de savoir, et là c'est Mathias Ouelangini qui a dit que lorsqu'il y a dans un espace un pouvoir long, la conséquence c'est que ces pouvoirs ont peur de partir au risque qu'il y ait un remplacement. Ça veut dire quelqu'un qui vient de la CPI pourrait être au pouvoir et le cas inverse pourrait peut-être aussi arriver parce que ce sont les gaffes que ces chefs d'État ont peut-être commis. Au cas où il ne se représentait pas, je pense que s'il n'y a pas de poursuite et s'il estime qu'il n'a pas commis des exactions, moi je pense qu'il serait libre, il pourrait peut-être faire autre chose, mais la question demeure, c'est-à-dire est-ce que des chefs d'État africains qui ont commis des exactions qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis des crimes économiques, auront-ils la possibilité de partir et rester au pouvoir? C'est justement la seule façon à ces derniers de mourir sans pour autant être un jour jugés. Alors faut-il l'exclure du jeu politique ou l'associer? Pas du tout. Pour l'avenir du Congo-Kinshasa. Pas du tout, je le disais tantôt. Il faut dire clairement qu'il y a des défis, n'est-ce pas, qui se posent sur le chemin de Joseph Kabila. Il y a le défi, n'est-ce pas, qui consiste à minimiser l'ingérence de la communauté internationale sur les futures présidentielles. Et c'est la seule chance que détient Kabila aujourd'hui pour pouvoir influencer l'issue de ce scrutin. Il n'y a aucun doute que Kabila aura un poulain
Et c'est ce poulain, comme tente de le démontrer mon confrère parfait Dotina, c'est ce poulain, en fait c'est entre les mains de ce poulain que résidera l'avenir politique de Kabila, qui n'a que 47 ans, il faut le dire, il est encore relativement jeune, 47 ans, ça lui laisse la possibilité de se représenter très certainement à une autre élection présidentielle. Oui, beaucoup de spécialistes du droit ou de défense des droits de l'homme ont estimé qu'en libérant, en acquittant Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale s'est auto-sabordée. Est-ce que vous êtes d'avis avec? Oui, puisque je voudrais dire que c'est une lecture un peu surprenante, parce que du point de vue du droit, il devait quand même arriver au terme de l'enquête et voir dans cette possibilité qui aurait fait quoi ou quoi. Et je pense que c'était un rendu imprévu et peut-être aussi partial. Et je voudrais quand même voir l'approche des africanistes qui pensent que c'est un instrument qui est là juste pour contrôler le monde et qui n'a de finalité que de mettre certains chefs d'État africains. Moi, je pense qu'il y a des intérêts derrière. Il ne faudrait pas que nous voyions la CPI comme un ange qui viendrait peut-être organiser les choses. Il y a toujours un intérêt derrière et je pense que c'est cet intérêt qui pousse invisiblement cette CPI à mettre peut-être Jean-Pierre Bemba, mais pour quelle raison? Peut-être pour mettre fin de l'autre côté à un pouvoir dur, formé, formaté, et je pense que la raison implicite, c'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être des changements. Et pour changer cela, il fallait trouver un acteur qui soit fort, et cet acteur, c'est Jean-Pierre Bemba. Reste que cette décision de l'acquitter ne sera pas sans conséquence sur la crédibilité même de l'institution internationale. Est-ce que cette décision ne jette pas une probe sur la crédibilité même de la CPI? Oui, il faut le dire, la crédibilité d'une juridiction tient du potentiel de confiance que lui vouent les justiciables. Or, il y a à craindre effectivement que la politisation, ce n'est qu'un soupçon, de cette CPI, n'est-ce pas, jette de plus en plus du discrédit effectivement sur sa capacité à trancher de manière objective les conflits qui se posent en termes de violation des droits humains. Mais l'Afrique n'a pas toujours à gagner à s'immiscer outre mesure dans ce débat parce que effectivement de l'autre côté, il n'y a que répondre par la négative, n'est-ce pas, aux sollicitations de la CPI peut d'une autre manière renforcer, n'est-ce pas, les positionnements des dictatures en Afrique. Donc on a à gagner à en débattre sur les plateaux tout en rappelant, n'est-ce pas, aux décideurs de cette institution qu'il ne faut pas trop se laisser influencer par des contournements politico-politiciens. À ce stade du débat, nous marquons une pause et derrière, nous allons parler des élections présidentielles au Mali et au Zimbabwe. Quelques soucis techniques à quelques instants avec Alioune Tine en direct de Dakar qui aurait pu participer à cette émission, mais nous sommes toujours avec nos experts ici sur le plateau. Il s'agit de Michel Ndonguesso et de Parfait Edzoetina. Et tout de suite, nous allons au Mali où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontera finalement Soumaïla Cissé lors du second tour de la présidentielle prévue le 12 août prochain. Selon les résultats de la phase allée du scrutin publié par le ministre de l'administration territoriale, IBK a obtenu 41,42% des voix et son principal rival Soumaïla Cissé 17,80%. Un rappel, avant même l'annonce de ces chiffres, 2 tiers des 24 candidats au premier tour avaient dénoncé des résultats affectés par des irrégularités dans une série de circonscriptions. Suivons. Ce sont des résultats rendus publics par la commission électorale malienne qui donne le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle, face à l'opposant Soumaïla Cissé dans le pays. Des résultats qui ne souffrent d'aucune contestation, tant l'écart entre les deux hommes est assez large, mais un second tour, comme le stipule la Constitution, aura lieu. Je m'attendais plutôt à un seul tour. Les électeurs ont décidé autrement. On est dans un pays démocratique. Donc on va au deuxième tour et je pense qu'au deuxième tour, ce sera validé. En plus, ce sera une victoire plus emblématique que celui de 2013. On est très contents et on est fiers de notre résultat. Toutes ces bonnes dames-là ont mouillé le maillot. Nous sommes les Amazones du candidat IBK.
Donc, on est très fiers du résultat obtenu. Et du coup, on va retrousser les manches pour préparer le deuxième tour, Inch'Allah. A contrario, l'ambiance était morose parmi la quinzaine de militants de l'Union pour la République et la démocratie. Le parti de Soumaïla Cissé a réuni à son quartier général. Non, je ne suis pas satisfait. Et 17%. Le président, même en 2013, là, il n'a pas obtenu 41%. Non, on ne peut pas accepter ça. Deuxième tour, cela ne veut dire pas que nous sommes contents. Le fait qu'on a volé la voix du peuple, là, ça ne nous met pas vraiment à l'aise. C'est ça le problème. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie malienne, un président en exercice est contraint à un deuxième tour. Keïta, 73 ans, a remporté 41,42% des voix, a indiqué le ministre de l'administration territoriale. Le second tour de cette présidentielle est donc prévu pour le 12 août prochain et le fond de la contestation électorale est désormais ouvert à Bamako où nous allons retrouver tout de suite Oussou Dialogola, notre confrère. Bonjour Oussou. Bonjour Ismaël. Alors, quels sont les différents scénarios qui se dessinent déjà avant ce deuxième tour de la présidentielle? Il semble bien que beaucoup de candidats adversaires d'Ibrahim Boubacar Keïta ont déjà déposé leur recours en annulation du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que la Cour constitutionnelle aura le temps suffisant pour examiner tous ces recours? Oui, on se pose bien la question parce qu'au fait, les trois suivants, le premier candidat, à savoir Soumaïla Cissé arrivé second, Abdoulaye Diallo arrivé troisième et Cheikh Modi Diarra sont les trois à déposer des recours. Il nous revient de la part de la Cour constitutionnelle que ces recours sont nombreux et multiples et on se demande est-ce que la Cour qui a annoncé la proclamation des résultats définitifs pour mercredi aura suffisamment de temps matériel pour éplucher tout cela. Là est la grande question, mais je crois que le droit sera dit et que la Cour va se mettre au travail, s'il le faut, ces 72 heures suivantes, pour qu'on ne tombe pas dans un vide constitutionnel. Parce que si on repousse le second tour au-delà du 12 août attendu, ça veut dire que le président qui doit être investi absolument au mois de septembre prochain sera un président inconstitutionnel et ça, on fera tout pour l'éviter. Alors, quel est le scénario le plus probable, selon vous? Alors, le scénario le plus probable, à mon sens, parce que vous savez, j'ai lancé sur ma page Facebook un petit sondage pour voir à peu près où est-ce que les opinions vont se diriger. La Cour va dire le droit, uniquement le droit, et les mauvaises langues diront que ce sera le droit selon elles, mais la Cour va tout faire pour que absolument tout se passe comme prévu. Le second tour aura lieu le 12, quel que soit Alpha comme on dit, et puis le Mali continuera sa marche vers sa restructuration. Et ce sera là ma dernière question. Oussou Dialogola, dans quelle atmosphère s'organise ce second tour de l'élection présidentielle? Ce second tour, on ne sait pas trop bien comment est-ce que ça va se passer. Déjà, le second, Soumaïla Cissé, a dit qu'il va rejeter ses résultats. Il en est là, il n'y a pas d'autres revendications derrière. Abdoulaye Diallo, qui est le troisième, a dit qu'il la rejette. Et un autre candidat, non des moindres, l'ancien ministre de l'administration territoriale, lors du premier scrutin de 2013, le général Moussa Senko Koulibaly, vient de déclarer qu'il rejette lui aussi ses résultats et pire, il appelle à la résistance. On ne sait pas ce que cela sous-entend, mais ça pose beaucoup de questions et les réponses, on les attend. Merci Oussou Dialogola pour cette grande contribution en direct de Bamako au Mali. À très vite sur Gabon 24. Et voilà, et lorsque vous entendez tout ceci, le Mali qui servait jusqu'à ces 10 dernières années comme modèle de démocratie pour le continent semble aujourd'hui être empêtré dans des sérieux problèmes. Quelle grille de lecture ou alors quelle image la situation actuelle du Mali vous renvoie-t-elle? On commence avec vous, Michel. Oui, pour que le Mali effectivement sorte de cette situation instable qui date effectivement du coup d'État de 2012, il faudra effectivement que les leaders politiques, je l'avais déjà dit ici, soient à la hauteur. Vous n'arrivez aux solutions, peut-être déjà le Mali comme modèle de démocratie qui est aujourd'hui empêtré dans des problèmes. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme image? Cela ne remet pas en cause, n'est-ce pas, la fierté ou alors la grandeur de la nation malienne. La crise, n'est-ce pas, est
est un moment qui, notamment, arrive dans l'histoire des grandes nations. Je le disais tantôt, ce qu'il faut, c'est plutôt effectivement que les Maliens soient capables de sortir de cette crise. La démocratie malienne n'est pas en péril. Le Mali est en proie, est en but contre, n'est-ce pas, les forces ténébreuses que sont les terrorismes, que sont, n'est-ce pas, les confrontations intercommunautaires. Mais cela, effectivement, n'est pas de nature à remettre en cause, n'est-ce pas, tout l'héritage historique, politique de cette nation, et j'en suis sûr que le Mali sortira de cette crise, certainement au sortir de cette élection présidentielle. Avant de retrouver, on va appeler donc Luc Emayo en direct de Paris, on va rester dans le débat de cette présidentielle avec cette contestation qui est désormais ouverte. Alors, quelle suite il faut donner à la démarche des 3 candidats qui ont posé un recours en annulation de ce scrutin pour relever certaines irrégularités constatées? Il faut dire que c'est une approche d'abord qui permet à tout un candidat certains droits après une élection. S'il estime que les élections auraient connu des défenses ici et là, a le droit de poser ce recours. Mais il faut dire que, comme il a dit, on ne peut pas lire une démocratie assez parfaite lorsque l'on essaie de prendre les éléments factuels. Ça veut dire lire le Mali comme un espace de facture pourrait nous amener à lire aussi le Mali, sa démocratie, c'est comme une forme de facture. C'est pour cela qu'il fallait parler du Mali d'avant qui était stable et donc la finalité a permis d'asseoir une démocratie et d'être un modèle. Mais il se trouve que les éléments de crise, et là aussi il y a d'autres menaces, avec justement les représentations mentales avec d'autres peuples, aussi avec la grande menace, c'est aussi l'assèchement du Mali. Et ce qui a fait en sorte que cet espace est devenu un espace de tous les excès. Et la conséquence, aujourd'hui, on voit très bien que ce creuset de conflit a une implication aussi sur la démocratie, puisque les hommes ne s'entendent plus et la conséquence est simple. Donc il faudrait que cette démocratie, c'est vrai qu'elle ne s'effrite pas, mais elle est frappée justement par des éléments, par des facteurs que nous avons dit, ça veut dire la crise, cette menace écologique et les représentations mentales qui, chaque jour, divisent encore les Maliens. Alors, Luc Emayo vient de nous rejoindre dans ce débat à nouveau. On parle en ce moment donc de l'issue de la présidentielle, du moins de l'issue du premier tour de la présidentielle au Mali. Luc Emayo. L'enjeu sécuritaire était au centre de cette campagne électorale qui aboutit donc au premier résultat que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite est venu ce front de la contestation des élections du premier tour. Pour vous, est-ce que cette crise électorale ne risque pas de peser durablement sur le processus de pacification du pays? Le processus de pacification n'a pas du tout commencé. Nous sommes dans un conflit au Mali dont on a donné l'impression à la fois au niveau des partenaires et même au niveau des politiciens maliens qu'il ne pouvait être résolu que par la voie militaire. La voie militaire est un moyen qui a déjà fait ses preuves dans d'autres régions du monde, notamment en Afghanistan et dans d'autres pays de la région, en Irak, où on voit bien que la solution militaire n'est pas une solution définitive, c'est une solution très précaire dès lors qu'elle ne s'accompagne pas de toutes les mesures d'accompagnement social et économique qui peuvent consolider la paix. Parce que gagner la guerre, c'est peut-être facile, mais gagner la paix, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et une élection présidentielle n'a pas vocation à réconcilier les gens entre eux. Donc l'enjeu de sécurité était au cœur de cette élection. Les candidats ont fait de la situation, puisque le nord du Mali a été atteint dès le début du conflit, mais aujourd'hui le centre du Mali aussi l'est. Mais je n'ai vu aucun des candidats hors contexte de campagne, et pas tous d'ailleurs, aller dans ces régions-là et montrer que la campagne se faisait dans toutes les parties du Mali, qui concernait tous les Maliens. Donc cette unition des politiques entérine en quelque sorte la suspicion qui est en train de se faire entre le nord du Mali et le reste du territoire. Oui, Luc Emayo, quelles sont justement les erreurs à éviter pour que le Mali ne sombre pas définitivement après cette élection présidentielle? Moi, je pense qu'il faut éviter de donner l'impression que la crise ne peut être résolue que par la voie militaire et notamment par le soutien de la France. Parce que le G5 Sahel, à côté du dispositif Barkhane, reste des dispositifs d'inspiration française. Et c'est ce qui détache beaucoup de partenaires de la résolution de cette crise. Je pense notamment aux États-Unis, je pense aux pays scandinaves,
estiment qu'ils ne peuvent pas financer l'effort de guerre français pour que la France s'équipe militairement mieux qu'elle ne l'est maintenant, qu'elle évacue son matériel militaire via le Mali. Donc ces questions-là, il faut les prendre en compte. La deuxième chose, c'est que les accords pour sortir de la crise au nord du Mali ont été signés au Burkina Faso, ont été signés en Algérie, les accords d'Alger, dont tout le monde parle, mais que personne n'invoque au bon moment, dans les bonnes conditions. Je pense qu'il est important d'associer tous les partenaires à la résolution de cette crise. Et quand je dis les partenaires, ce sont tous les voisins, y compris l'Algérie, y compris le Niger, y compris le Maroc, et tous les pays de ce fameux G5 Sahel, qui est artificiel, mais qui a le mérite d'exister. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali a donné plus d'importance à un partenaire historique, certes, mais qui n'est pas le seul, en mettant les autres dans une position pas très confortable. Je pense notamment à l'Algérie et au Maroc, qui auraient pu avoir leur mot à dire dans cette crise. Et quand je cite ces pays-là, je pourrais également citer la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, qui sont également en mesure d'apporter une aide très précieuse dans la résolution de cette situation de conflit au Mali. Merci Luc Emayo, qu'on retrouvera peu avant la fin de cette émission. Retour sur ce plateau, on n'a pas beaucoup mis un accent là-dessus. Le deuxième tour de la présidentielle qui va désormais opposer Ibeka Soumaïla Cissé nous rappelle le rendez-vous électoral entre les deux hommes de 2013. Au-delà de tout ce qui a été dit autour de la question de fraude, qui reste un sujet non pas négligé, non plus à accorder trop d'intérêt, mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux hommes, Michel Ndonguesso? Oui, déjà, il y a clairement, et vous avez raison, l'impression du déjà-vu, c'est-à-dire que nous sommes dans une configuration similaire à celle, effectivement, de la dernière élection présidentielle. Mais la différence entre les deux hommes, c'est-à-dire l'écart entre les résultats observés pour Ibeka, qui sont d'un peu plus de 40%, et les 18% environ de Soumaïla Cissé, tient certainement du déroulement du scrutin en lui-même. Vous savez, vous avez parlé du fond de la contestation, mais les arguments évoqués sont lesquels? Sont effectivement les mêmes qu'en 2012, c'est-à-dire qu'il y a un nombre important de régions où le vote n'a pas pu avoir lieu. Donc, on peut supposer on peut supputer autant pour moi que Ibeka a eu le temps, n'est-ce pas, de conforter sa base électorale qui n'a pas beaucoup varié. Alors que de l'autre côté, Soumaïla Cissé a eu du mal, n'est-ce pas, à garantir l'accès au vote. Et il faut peut-être parler en ces termes, à garantir l'accès au vote à tous ses partisans. Ajouter aussi le fait que il y a eu une hétérogénéité des candidats, nous étions quand même à 24, ce qui certainement, c'est peut-être une piste à exploiter, ce qui certainement a effrité les voix de Soumaïla Cissé, alors que si effectivement on avait eu droit à 2 ou 3 ou 4 candidats, peut-être que son score aura été un peu plus important. Oui, et l'une des conséquences de cette crise sécuritaire que tout le monde peut déplorer aujourd'hui dans le nord du pays, c'est que le scrutin n'a pas pu se tenir dans certaines régions. Mais la question est celle de savoir aujourd'hui si vraiment le Mali était prêt pour ce scrutin. On n'est jamais prêt, mais pour avancer, il faut faire des sacrifices. Je voudrais rappeler quand même que dans cette approche, je ne vois pas très bien. Lorsque l'on présente toujours les deux candidats, c'est comme si le président sortant avait les mêmes armes que l'opposant, quand on sait très bien que dans cette approche, souvent, le président sortant a un avantage parce qu'il a les médias, il a les hommes et il a des instruments et parfois aussi des moyens. L'opposant, en réalité, n'a que des idées, il n'a pas la capacité, comme on le voit, assez de moyens de faire tout le pays et de faire aussi passer ce message. Donc, ne mettons pas dans cette approche comme un équilibre de force, comme si les candidats avaient les mêmes possibilités, les mêmes avantages. On voit très bien, et c'est partout en Afrique, que celui qui est au pouvoir, le président sortant, a un avantage en termes déjà de communication, un avantage en termes de déplacement et un avantage pour le marketing. Donc, je ne vois pas très bien cet équilibre. Moi, je suppose, mais la question est donc de savoir aussi, est-ce que les 17% ou voire 18% de l'opposant ne veulent rien dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que tous les opposants qui arrivent à la tête des États africains ont forcément des moyens?
les moyens de leur politique. Oui, alors, enfin, c'est un argument qui peut tenir théoriquement, et la contradiction viendra peut-être du fait que dans certaines régions du monde, on l'a vu en Gambie, effectivement, où des présidents sortants ont été déchus. Je pense plutôt que ce qui a fait la force de Ibeka et qui risque de faire sa force au second tour, c'est la capacité de pouvoir identifier un électorat qui lui est favorable et la capacité, n'est-ce pas, d'avoir entretenu cet électorat pendant 5 ans. Tout le mal de Soumaïla Cissé résidera à partir, n'est-ce pas, des 72 heures qui arrivent à attirer autour de lui, n'est-ce pas, les faiseurs de roi, les messieurs 7% que sont Cheikh Modibo Diarra et Abdoulaye Diallo. Et je pense qu'il aura quand même du mal. Je pense qu'il aura quand même du mal à réaliser cet objectif, d'autant plus que les intérêts politiques vont peser lourd dans la balance. Au Zimbabwe, il n'y a pas eu élection à deux tours et c'est Emmerson Mnangagwa qui a remporté la présidentielle. La victoire du dirigeant sortant, ancien bras droit de Robert Mugabe, a été annoncée dans un climat tendu. Il a obtenu 50,8% des suffrages, avançant ainsi le leader de l'opposition Nelson Chamisa qui a obtenu 44,3% des voix. Suivez son reportage. Le perdant Nelson Chamisa incarne aspiration et dynamisme. Le décompte des voix de la présidentielle du 30 juillet 2018 a été lent, suscitant l'impatience de l'opposition zimbabwéenne qui avait très tôt annoncé la victoire éclatante de son champion. Il n'y a pas eu de victoire en fin de compte pour Nelson Chamisa, dirigeant du mouvement pour la démocratie. Selon les résultats qui ont été proclamés, la présidentielle a été remportée par Emmerson Mnangagwa, candidat du parti au pouvoir à Harare depuis l'indépendance. La ZANU-PF a également raflé avec 144 sièges contre 61 pour la MDC, la majorité absolue aux législatives qui se sont déroulées en même temps que la présidentielle. Ces résultats officiels contredisent les annonces du MDC qui est persuadé qu'il y a eu fraude et que les résultats sont truqués. L'annonce des résultats partiels des législatives avait d'ailleurs fait descendre dans la rue des militants de l'opposition qui se sont affrontés contre les forces de l'ordre, entraînant des morts parmi les manifestants. Qualifiant ces résultats de faux, le candidat malheureux de la joute présidentielle a promis de porter l'affaire devant la justice. Force est toutefois de reconnaître que malgré sa défaite, Nelson Chamisa a été l'une des révélations de ce scrutin. Successeur de l'ancien Premier ministre Morgan Tsvangirai à la tête du MDC, le principal parti de l'opposition, Nelson Chamisa, 40 ans, est la star montante de la vie politique zimbabwéenne. Pendant la campagne, sa jeunesse, son dynamisme, ses talents d'orateur avaient donné du fil à retordre à Emmerson Mnangagwa, président sortant et favori du scrutin. On se souvient, au cours de la dernière semaine, les sondages donnaient les deux candidats au coude à coude. Si on ne reconnaît pas la victoire du président sortant qu'elle accuse de fraude, et vous l'avez entendu, tout bien réfléchi, est-ce que le MDC vous a-t-elle convaincu dans sa stratégie de conquête du pouvoir? Avez-vous vu en face de la ZANU-PF une opposition soudée, capable de provoquer l'alternance? Deux problèmes sont à l'ordre du jour. Ça veut dire que c'est une lecture globale, à savoir que malheureusement, dans le vœu du changement en Afrique, il y a comme une décomposition de l'opposition. Il n'y a pas toujours une voix commune pour assurer ce que l'on va appeler ici l'alternance. L'autre regard, c'est la continuité toujours du pouvoir sortant. Ça veut dire que la cartographie africaine montre très bien que les pouvoirs sortants, et comme je l'ai dit pour le Mali et peut-être dans d'autres États, la notion de surprise en politique, sinon l'arrivée des opposants est toujours perçue peut-être comme un miracle parce qu'il y a comme une forme de surprise. Et je pense que là, ces résultats montrent bien. Le troisième facteur, ce qui fait en sorte qu'il aurait peut-être gagné, c'est la durée au pouvoir. C'est le système Mugabe qui permet d'avoir ce que l'on appelle un contrôle spatial, donc d'avoir une assurance et un parti historique. Donc il y a une forme de maturité du système en place qui fait qu'à chaque élection, il est fort probable que ceux qui sont au pouvoir puissent gagner. La troisième analyse, c'est aussi la révélation. On voit implicitement un jeune qui y arrive et qui se bat et qui est visible et qui pourrait peut-être dans 10-15 ans être président. Je crois qu'il en
il est trop tôt de le dire et peut-être que, bon, à travers sa déclaration, nous avons noté qu'il est peut-être un peu impatient. Et Luc Mayo, on va voir avec lui s'il est d'accord avec votre guide de lecture. Luc Mayo, la situation post-électorale du Zimbabwe inquiète notamment la communauté internationale. Voyez-vous, Mnangagwa, à la hauteur des défis que lui impose une nouvelle gouvernance dans l'ancienne Rhodésie? Moi, je crois que dans un premier temps, pour m'exprimer sur ce que vient de dire mon prédécesseur, il ne faut pas généraliser les situations. Que l'on soit en France, au Gabon, au Zimbabwe ou ailleurs, les situations ne sont pas homogènes. Nous n'avons pas affaire à des systèmes qui se perpétuent ad vitam aeternam. On l'a vu en France, on l'a vu dans d'autres pays, y compris sur le continent africain. La surprise peut venir de partout. Personne ne s'attendait à ce que le président Hollande, par exemple, en France, ne se présente pas. Personne ne s'attendait à ce qu'en Gambie, il y ait le changement que l'on a vu. Personne ne s'attendait non plus à ce que le président zimbabwéen soit déposé. Il y a une notion qu'il faut intégrer en revanche, et là je suis en partie d'accord avec lui, c'est qu'il y a un système sur pied au Zimbabwe qui fait que le parti historique de la ZANU-PF, qui est une association de partis qui ont lutté pour l'indépendance de l'ancienne Rhodésie, ces gens-là ont un système très puissant. Je ne vais pas le comparer à l'Algérie parce que comparaison n'est pas raison, mais ce sont les gens qui tiennent le pouvoir. Et donc, à partir du moment où ils ont choisi un candidat ou qu'ils l'ont lâché, ils sont à peu près certains d'obtenir ce qu'ils veulent. La ZANU-PF estimait que le président Mugabe ne faisait plus l'affaire, elle l'a dégagé, tout simplement. Ça a été un coup d'État militaire, mais bien habillé, qui n'a pas donné l'impression qu'on avait renversé un président par la force. La même chose s'est produite en Égypte. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est plus la victoire d'un système qui a porté Mugabe, pas que Mugabe a créé, qui a porté Mugabe au pouvoir, que la victoire d'un homme. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que Mnangagwa est aujourd'hui dans les habits de président et qu'il peut gagner? J'estime que c'est un peu tôt pour le savoir, parce que n'oublions pas qu'il a servi auprès de Mugabe, qu'il a d'abord été un bon serviteur, qu'il est tombé dans les mauvaises grâces de grâce Mugabe, et que par la suite, ce sont ces pères fondateurs du Zimbabwe qui l'ont porté au pouvoir. Donc, il se donne les moyens aujourd'hui d'être en réconciliation avec son peuple, avec la communauté des investisseurs nationaux et internationaux, et c'est tant mieux, c'est la bonne voie. Mais est-ce que c'est suffisant pour se prononcer sur ce que sera son avenir dans 5 ou 10 ans? Je pense que c'est un peu hâté comme jugement, mais qu'il faudrait laisser le politicien à l'œuvre pour pouvoir le juger sur pièce une fois qu'il aura posé ses premiers actes les plus importants, cette fois qu'il a la légitimité populaire pour le faire. Et surtout que c'est un changement à écrire dans la durée et ça risquerait de prendre encore beaucoup de temps, Luc Mayo. Absolument. Je pense que l'homme providentiel n'existe pas. Les idées providentielles existent. Et les systèmes providentiels aussi peuvent exister. L'important pour l'Afrique aujourd'hui, c'est pas d'avoir des leaders qui arrivent à dominer la scène politique pendant 5, 10, voire 60 ans, c'est d'avoir des leaders politiques qui arrivent à fabriquer des générations de citoyens et des générations de leaders qui vont s'inscrire dans la durée pour transformer leur pays, non pas seulement pour atteindre des objectifs d'émergence, mais pour véritablement entretenir cette croissance-là et sécuriser chaque point qui sera obtenu dans cette voie. Merci Luc Mayo en direct de Paris. Merci pour votre grande contribution à ce débat qui va bientôt s'achever. Il reste pas moins que les problèmes ou le problème de l'opposition en Afrique reste parfois moins l'action du pouvoir en place que ses propres oppositions. Oui, c'est vrai et parfait. Edo Etina l'a clairement dit. Effectivement, l'opposition en Afrique a tendance à aller aux élections pour contester et non effectivement pour remporter la victoire. C'est un débat connu. Mais je voudrais quand même montrer ma solidarité par rapport à l'argumentaire déployé par Kemayo. Effectivement, Mnangagwa est un pilote politique avéré pour avoir été à l'école de Mugabe. Effectivement, je pense que la contestation post-électorale de l'opposition ne mènera à rien dans le moyen terme. Mnangagwa restera au pouvoir. Mais toute la question, effectivement, sera de savoir s'il peut reconvertir l'économie zimbabwéenne, s'il peut reconvertir le potentiel humain zimbabwéen, lorsqu'on sait que
c'est un pays frappé par le chômage. Le défi, c'est de savoir si effectivement on peut espérer dans les 10 ans qui viennent une gouvernance démocratique. C'est pour cela qu'il a été élu, je crois, par les Zimbabwéens. Alors, la bipolarisation de la vie politique du Zimbabwe a plus apporté des problèmes que de solutions. Lorsque je parle de bipolarisation de la vie politique, c'est la ZANU-PF, le MDC. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui, dans les jours à venir, à l'occasion des prochaines élections, de penser à une troisième voie? Effectivement, moi je voudrais que dans cette évolution démocratique, il faudrait d'abord rappeler que c'est un système qui était long parce qu'il y avait Mugabe et je pense que c'est bien qu'il soit arrivé, qu'il y ait ce changement d'abord de personnes et que le renouvellement de la classe politique se fasse aussi bien dans ces deux partis qu'ailleurs avec l'émergence d'une société civile, avec des personnes que l'on pourrait prendre ailleurs parce que dans cette conception corsetée, c'est que le pouvoir et l'opposition étaient simplement représentés. Donc la troisième voie, c'est pour aérer un peu l'environnement politique parce que la finalité, pour que tous les Zimbabwéens participent, il faudrait qu'on les prenne partout. Et moi, je pense que c'est un enjeu central que de libérer et de voir aussi autrement. Parce que nous savons très bien, et c'est justement, moi je reste toujours sur ma fin, lorsque l'on a toujours cette vision de dire qu'il y a un changement parce qu'il y a un changement de personne, moi je pense qu'il y aura aussi un changement que lorsqu'il y aura l'alternance. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, bien malheureusement. Merci à tous nos invités plateau et au téléphone. À très vite sur Gabon 24.